Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis effectivement médecin généraliste, une expérience de cabinet il y a quelques années maintenant, et je suis maintenant médecin de PCO, d'abord dans l'Isère et puis ensuite dans le Rhône. Donc moi, je vais vous parler concrètement de des situations auxquelles on fait face dans la pratique, et je vais rebondir sur ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire comment on se saisit des outils de diagnostic, comment on participe, nous, en tant que médecin généraliste, à ce diagnostic, quelle est notre place. Alors, elle est à la fois essentielle, c'est très chronophage, mais elle est vraiment essentielle. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et globalement, au cabinet, deux situations récentes, qu'on nous a proposées à la PCO. Caïs, qui a 4 ans, 3 mois, c'est un petit garçon. Quand il est rentré en maternelle, la maîtresse a un peu alerté. Vous l'avez vu, vous n'aviez pas vraiment de trouble du comportement. Il est un peu inhibé en consultation. Bon. Et puis, globalement, dans la famille, les parents avaient pas vraiment d'inquiétude. C'était beaucoup mis sur le fait qu'il avait 3 petites sœurs devant et que finalement, il n'avait pas la place pour parler. Et finalement, ça n'a pas tellement interpellé. Puis là, il a 4 ans et 3 mois et quand même la maîtresse alerte parce qu'il se met en retrait. Et vous savez pas très bien, en tout cas, vous voyez bien qu'il y a quelque chose, mais vous savez pas très bien comment l'orienter, une orthophonie, s'il n'y a pas de place, vers qui, ok, comment je réponds à la maîtresse. Bon voilà, c'est une situation de cabinet classique. Et puis une petite Léane, elle a 28 mois. À 18 mois, vous aviez quand même un sentiment qu'il n'y avait pas beaucoup d'attention conjointe. Enfin, quelque chose qui vous interpellait, vous aviez demandé à la revoir. Et là, la maman s'effondre en vous disant que vraiment c'est très très dur parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'interaction avec sa petite fille, à jouer avec sa petite fille, et que c'est vraiment une souffrance terrible. Et la maman s'effondre. Et effectivement, votre examen clinique vous montre que l'interaction entre cette maman et cette petite fille n'est pas aux attendus. Alors comment on fait ? Vous l'avez vu, ça a été dit et redit, il y a maintenant des grilles de repérage, j'entendais beaucoup, oui, je suis pas assez formée, il faudrait que je me forme, enfin voilà. Maintenant, il y a un truc tout simple, c'est le livret de repérage. Quand on est formé à la lecture, on sait s'en servir, donc c'est pas très compliqué. Et a priori, on a tous ce niveau-là. Pour les enfants de 0 à 6 ans, vous avez un carnet de repérage qui a été montré par Stéphane, qui est hyper simple. Oui, non, on remplit avec la famille. Si l'enfant a 4 ans, on refait pas toutes les pages depuis la naissance, parce que c'est des pages, en fait, en plus, ça va être des souvenirs, on sera pas tout en fait, globalement, on s'en fiche. Vous faites la page des 4 ans, les 2 premières pages qui sont plutôt les éléments transversaux sur le comportement, l'alimentation, le sommeil. Et avec tout ça, vous allez pouvoir voir si effectivement cet enfant a ce qu'on appelle 2 compétences non acquises, ou si au-delà de 3 ans, il en a 3, et là, vous pouvez orienter vers la PCO. Pour les 7-11 ans, le carnet de repérage est plus récent. Il n'est pas fait de la même façon. Il y a un versant scolaire qui est pas mal fait. Il y a un versant famille et médecin. Bon, il a besoin d'être reformulé. Pour l'instant, c'est un outil, mais qui n'est pas du tout pensé avec un cut-off comme pour les 0-6 ans. C'est pas la même logique. C'est un truc plus lourd et pas très facile d'utilisation côté PCO. Et les retours de mes collègues en médecine générale, c'est que c'est pas très confortable non plus. Mais il va évoluer comme a évolué le premier carnet. On l'a déjà dit, au cabinet, vous regardez les antécédents, vous refaites la trajectoire développementale, la première année de vie, qu'est-ce qui s'est passé, les premières interactions, l'alimentation, la diversification. En fait, on refait vraiment la trajectoire de cet enfant dans son contexte familial. On va évaluer l'autonomie, mais ça, c'est bien sûr pour les plus grands. Et puis, on fait un examen clinique standard sur le plan ORL, cutané, neuro, bien entendu. Enfin, on screen, on fait ce qu'on sait faire au cabinet, au quotidien. Et après, ça devient un peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je l'envoie au CAMS pour le petit Caïs. Ah oui, mais il a 4 ans. Le CAMS, il me répond qu'en fait, ils ont 1 an et demi d'attente et que donc, il aura 5 ans et demi. Ils prennent jusqu'à 6 ans, donc c'est mort. OK. Est-ce que j'envoie au CMP, CMPP ? Ah ouais, mais je leur en ai envoyé 4 et j'ai rien reçu comme compte rendu. Je sais même pas d'ailleurs s'ils me les ont pris. Bon, ça va pas être top non plus. Centre ressources autisme peut-être, je suis pas tout à fait sûre quand même qu'on soit dans le champ de l'autisme. Ah non, puis ils me disent que c'est pour les situations très complexes. Bon, CRTLA parce que quand même, ils parlent pas très bien. Ah oui, mais il y a 18 mois d'attente et ils me demandent qu'il y ait un premier bilan. Bon, il y a les libéraux éventuellement, bien sûr, parce que je les connais. Et jusque récemment, on va dire jusqu'en 2019, avant ces fameux forfaits précoces, c'était sans prise en charge possible. C'est-à-dire que globalement, au cabinet, vous étiez inquiet, vous pouvez le partager avec la famille. Et si elle n'avait pas les moyens de payer, eh ben, ça s'arrêtait là. On attendait éventuellement 1 an et demi, 2 ans pour pouvoir être pris en charge dans une structure. Ce qui était vraiment... moi, j'avais pas mal de collègues qui me disaient « Je ne préfère pas dépister, parce que dépister et dire aux parents que j'ai 0 solution, pour moi, c'est intenable. » Et donc, depuis
la dernière stratégie, pour répondre à ces difficultés que nous avions tous, les plateformes de coordination et d'orientation sont nées donc, depuis 2019. Elles sont nées dans la précédente stratégie, effectivement TSA, au sein des troubles du neurodéveloppement. C'est un vrai plus. Alors moi, clairement, je peux témoigner qu'il y a eu plus de progrès en 4 ans qu'en 15 ans de pratique dans les TND. Il y a en fait, on s'est aperçu que les libéraux, si on les associait et on solvabilisait les familles, on ouvrait quand même le champ des possibles au niveau des prises en charge et que là, on permettait des prises en charge beaucoup plus précoces. Alors, bien sûr, ça n'empêche... J'ai envie de dire, c'est facile sur le terrain, c'est-à-dire que votre enfant, il vous inquiète, vous sollicitez la PCO. Je ne dis pas que ça prend pas de temps, on va revenir dessus. C'est du temps, c'est effectivement des consultes longues. Mais maintenant, on a une solution. Vous pouvez les appeler si vous êtes en difficulté, si vous ne savez pas s'il faut orienter, etc. Il n'empêche que vous pouvez tout à fait continuer à orienter vers des structures de deuxième ligne que vous connaissez bien, avec lesquelles vous travaillez. Il n'y a bien sûr pas une orientation obligatoire vers la plateforme. Par contre, il y a un vrai lien entre les structures de deuxième ligne et les PCO, parce que par définition, les situations les plus sévères, il faut qu'elles puissent être orientées vers ces structures. Alors pourquoi ces PCO? Globalement, c'était favoriser les interventions précoces, on est d'accord, hein, éviter le surhandicap, accélérer l'accès au diagnostic et coordonner pour éviter des errances diagnostiques, des erreurs d'interprétation, des parents qui venaient vous voir en disant « mais en fait, ça fait 2 ans qu'on me dit que je fais pas bien, machin », et en fait, il y a un trouble. Et c'est 2 ans qu'on a perdu pour faire de la guidance, pour faire un diagnostic fonctionnel, voir comment cet enfant fonctionne, et donc mettre en place des aménagements adéquats. Donc c'est un vrai plus. Il y en a partout depuis 2019. Elles ne se sont pas ouvertes toutes au même moment. Elles ne fonctionnent pas tout à fait toutes de la même façon, mais quand même globalement, ça marche bien. Alors moi, je viens de l'Auvergne-Rhône-Alpes, je suis dans le Rhône maintenant. Les chiffres sont... c'est une déferlante. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un vrai tsunami. Effectivement, quand je travaillais aussi dans un CMPP où on me disait non, mais nous, on voit tous les enfants. Alors, non. Hein. En fait, on en voit très, très peu. Et en fait, il y en a beaucoup dehors. Et effectivement, dans nos cabinets, on le savait. Et clairement, les PCO, elles permettent de mettre un peu des chiffres sur cette prévalence et ses besoins. Vous voyez, pour toute l'Auvergne-Rhône-Alpes, on a 12 000 enfants qui ont débuté un parcours depuis 2020, puisque les PCO sont fonctionnels depuis 2020. Donc, c'est considérable. Alors concrètement, 2 mots sur comment ça fonctionne. Nous, on va recevoir votre grille de repérage, on ne va pas recevoir les enfants. Vous avez vu, en fait, on n'est pas une structure de soins à la PCO, c'est une petite équipe au service de l'ensemble des professionnels pour vous aider dans le parcours diagnostique. Donc nous, on va avoir besoin d'un peu plus quand même d'éléments. On va vous demander un examen clinique, un questionnaire médical, une photocopie de votre consul, peu importe, une capture écran de votre logiciel, ça me va très bien. Et on a une partie famille parce que j'ai besoin d'avoir à la fois des données administratives et savoir où en est la famille. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a noté, quelles sont ses inquiétudes. Et avec tous ces éléments-là, on devient un peu un logiciel informatique, on va screener tous ces éléments-là et on va vous faire une proposition de bilan. Soit ça peut être fait en structure, les parents le souhaitent, il y a de la place, soit c'est pas le cas et on va vous donner en fait une liste de professionnels qui ont contractualisé avec la plateforme, c'est-à-dire des professionnels qui acceptent d'être payés au prix que sont les forfaits précoces actuellement et qui acceptent de faire des comptes rendus écrits et de participer aux réunions de concertation pour faire la synthèse diagnostique. Et donc les familles vont s'orienter vers ces professionnels, faire leur bilan et ensuite le parcours va dérouler. Donc le parcours, c'est 1 année, éventuellement renouvelable selon certaines conditions, dossier MDPH en cours, poursuite de la démarche diagnostique. Et à 6 mois, on a une étape essentielle qui est la synthèse diagnostique. Donc l'idée, c'était de ne pas continuer à avoir des parcours qui traînaient pendant des années avec des parents qui vous disaient « Ouais, je fais plein de trucs. On fait des trucs là, mais je ne sais pas trop quoi. Vous avez un compte-rendu écrit? Non. Mais on vous a fait une synthèse diagnostique? Bah non. Mais vous avez un dossier MDPH? Oui, mais ça a été mis sous pli. Je ne sais pas ce qui était écrit dedans dans le certificat médical. D'accord. Donc là, je témoigne de choses concrètes qu'on voit encore parfois sur le terrain et qui sont vraiment scandaleuses. Là, il y a une vraie synthèse. Alors, nous, dans notre PCO, on fait le choix de l'organiser à 6 mois. Elle se fait en visio. Il y en a plusieurs par jour. Il y a toujours un coordonnateur de parcours qui est neuropsychologue ou médecin qui va animer avec le médecin de la famille, les soignants et la famille la synthèse de tout ce qui a été fait, des progrès, de ce qui reste difficile. Et on va faire à la fois un diagnostic
fonctionnel, c'est-à-dire comment fonctionne cet enfant, et si on peut, et ça arrive quand même assez souvent, un diagnostic catégoriel, et on va tous ensemble décider, bah oui, il faudrait plutôt, enfin on va faire un plan de soins, quels soins sont à poursuivre, est-ce qu'il faut un avis spécialisé, neuropède, pédopsie, et je le redis là, nous n'avons pas besoin d'un avis neuropédiatrique ou pédopsychiatrique pour un certain nombre de diagnostics, faites-vous confiance, on fonctionne très bien, alors effectivement le méthylphénidate, on n'y a pas accès. Bon, tout le monde oublie que les médecins généralistes prescrivent de la morphine et que ça pose de problème à personne, mais effectivement, sur le méthylphénidate, s'il y a visiblement encore un débat, ça va probablement se lever et c'est vraiment souhaitable. Mais voilà, encore une fois, faites-vous confiance et collectivement, on peut faire... Enfin voilà, il y a un certain nombre de situations où on se dit qu'il y a besoin d'un avis spécialisé, mais tous ces enfants n'ont pas forcément besoin d'aller au CHU dans un service spécialisé. Le parcours dure 1 an et après, la grande question, c'est quid de l'après, et effectivement, vous aurez à poursuivre la coordination. Vous restez le médecin de l'enfant, nous on viendra juste en appui, vous aurez l'ensemble des comptes rendus, vous êtes associé au temps de synthèse, nous de notre côté on va payer les forfaits. Alors côté médical, on n'a pas de forfait particulier, vous avez quelques cotations, donc CTE pour la consulte longue mais c'est une seule fois. Pour les enfants TSA, vous avez la CSE 1 fois par an, et puis si vous avez une annonce diagnostique, et en particulier pour les réunions de synthèse, donc MDX 30 € quoi, plus votre consultation. Les forfaits auxquels les enfants peuvent avoir accès, c'est-à-dire si on a besoin, dans le cadre de cette démarche diagnostique, de faire des bilans, ils sont rémunérés sans reste à charge par la PCO. Alors globalement, maintenant, c'est la CNAM qui paye, mais c'est la PCO qui valide le fait que les soins sont bien réalisés. Globalement, c'est 140 € pour un forfait ergo, psychomote. Pour les psychos, on n'a que 2 forfaits, 120 et 300. Donc si vous avez fait une psychométrie, une Vineland, il ne vous reste pas grand-chose. Et puis on a des forfaits d'intervention, 1500 € pour la psychomote, ergo. Il ne s'agit pas de dire que c'est un remboursement de la psychomote et de l'ergo. Moi, j'ai pas mal de familles qui effectivement me sollicitent en me disant « on m'a dit que, et vous alliez me payer ça ». Non, c'est vraiment, est-ce qu'on a besoin de ces bilans? Et si on a besoin de ces bilans, ils seront pris en charge. Mais ce n'est pas un remboursement sans nécessité diagnostique, etc. Donc ça, c'est encore un peu compliqué à comprendre pour certains, mais c'est vraiment un outil au service de ces parcours. Et les points de vigilance, mais on en reparlera peut-être dans les questions. Il faut une pratique. Enfin, j'imagine que vous êtes de toute la France. Donc, c'est vrai que les PCO ont besoin d'unifier un peu leurs pratiques. Il faut une vraie communauté de pratiques pour que la réponse, elle soit à peu près la même sur le territoire. Mais globalement, c'est le cas, à quelques exceptions près. Il y aura une sollicitation plus simple avec les PCO parce qu'il y a un module TND dans Via Trajectoire, alors qui n'est pas complètement mature parce que les informaticiens ont oublié de venir nous voir sur le terrain. On a 2-3 petits points là à améliorer, mais ce sera quand même une vraie facilité pour adresser vers les PCO. Et puis, encore une fois, une PCO, c'est une coopération d'acteurs, c'est les libéraux plus les structures de niveau 2, et clairement l'animation territoriale avec les CPTS qui sont vraiment des vrais appuis, parce que dans les CPTS, on connaît parfaitement bien les acteurs locaux, éventuellement des initiatives locales un peu spécifiques, et c'est vraiment cette coopération qui permettra de répondre au plus grand nombre, et pour répondre à cette problématique de santé publique. On ne peut pas travailler les uns à côté des autres, sans se connaître, sans participer, c'est aussi essentiel pour graduer la réponse. Et c'est probablement quand même ce qui pêche encore un peu en ce moment, c'est-à-dire que les CAMS, les CMP, les CMPP sont un peu chacun de leur côté, et le travail collaboratif sur un territoire, ça a encore un petit peu de mal à prendre. Mais il y a des progrès. Et puis, quid de la coordination post-parcours PCO? Et là, c'est vrai qu'en médecine générale et en pédiatrie générale, on va continuer parce que ces enfants, pour la plupart, n'iront jamais dans le médico-social. Et quid des parcours diagnostiques pour les plus de 12 ans? Mais là, je passe la parole à Virginie.